Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éloquence. Aujourd'hui, on reçoit Charles Consigny. On va parler d'actualité, on va parler politique, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment. On va le retrouver à son cabinet. Tout de suite, c'est parti. Charles, je voulais évoquer avec toi la suppression d'une chaîne de télé. Alors, on entend partout, on a voulu tuer Hanouna, on a voulu tuer C8. Est-ce que c'est pas la liberté d'expression qu'on a éclatée finalement? Je trouve que c'est une décision complètement anachronique et qui me paraît un truc très français où finalement c'est l'administration qui finit par décider qui peut avoir tel canal de la télé, qui ne peut pas, etc. Je pense que c'est des règles honnêtement qui n'ont plus aucun sens et donc je serais assez pour libéraliser tout ça sans trop se poser de questions, mais de toute façon, Internet va le faire de lui-même. C'est ça, naturellement. Bientôt, on ne sera pas là à zapper sur les chaînes de télé, même si c'est encore puissant, le média télé en tant que tel, indépendamment d'Internet, est encore puissant, mais je pense qu'il faut libéraliser ce secteur. Par libéraliser, est-ce que tu entends supprimer, par exemple, l'Arcom, qui devient un peu quelque chose d'arriéré pour les gens et qui n'a pas forcément d'utilité? Je pense qu'il faut, malgré tout, que ce soit l'Arcom, que ce soit un juge... On garderait l'Arcom, donc? Oui, que ce soit une autorité de régulation, que ce soit une... Il faut qu'on puisse faire un recours contraignant contre une atteinte à nos droits à la télévision, par exemple. Si quelqu'un se met à déblatérer des insanités antisémites pendant 2 heures, il faut quand même que quelqu'un puisse, que ce soit encore une fois un juge, une commission ou autre, puisse intervenir. Ce que je pense simplement, c'est que ce système où on attribue des numéros, des créneaux télévisés à des chaînes en fonction d'une charte, etc., ça me paraît d'un autre temps. Hanouna a annoncé qu'il allait rejoindre le groupe M6. Est-ce que ça l'a pas encore plus renforcé? Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Honnêtement, j'ai pas d'opinion particulière. Moi, je suis pas contre les médias d'opinion. Je suis pas contre la télé qui part un peu dans tous les sens. J'avoue, là, je parle pas particulièrement d'Hanouna, mais moi-même, une certaine vulgarité à la télé ne me dérange pas. Par exemple, je me souviens que quand j'étais... Tu parles de l'époque dont on n'est pas couché? Non, mais quand j'étais adolescent, je regardais avec fascination la télé italienne, où il y avait la Rai Uno et des émissions abominables. Avec des grandes envolées lyriques. Produites par Berlusconi. Je trouve qu'il y a une dimension presque artistique dans une forme de vulgarité à la télé. Moi, j'aime bien les excès. J'aime bien quand ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs, à dire vrai, je ne trouve pas les humoristes et les chroniqueurs d'Hanouna plus vulgaires dans leurs idées, dans leurs expressions que ceux de France Inter. Honnêtement, je trouve que ce petit jeu où en fait il n'y aurait que les bobos qui auraient le droit d'avoir des émissions me paraît complètement con. Et donc, voilà, cette décision de fermer une chaîne de télé... pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut quand même beaucoup plus de liberté que ça. Faisons un parallèle avec l'époque, quand tu étais souvent chez On n'est pas couché sur France 2. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vrai delta de changement, tu trouves, dans ce qu'on peut dire et ne pas dire? Est-ce que tu dois te brider plus aujourd'hui? Alors, moi, à titre personnel, non. Ce que je trouve, c'est que ce qui a pas mal disparu des écrans de télévision, c'est le débat intellectuel. Il y a du débat politique. Il y a beaucoup de débats autour de l'actualité. Je trouve qu'il y a de moins en moins de débats de fond. Il y a une émission que j'aimais beaucoup, qui était l'émission de Frédéric Tadei, qui s'appelait Ce soir ou jamais. Absolument. J'adore cette émission. Qui était une émission formidable quand elle était tous les soirs sur France 3, qui ensuite, pour des raisons mystérieuses, et sans doute parce qu'elle commençait à déranger un peu, a été passée en hebdomadaire sur France 2, avant d'être supprimée purement et simplement, soi-disant parce qu'elle ne faisait pas assez d'audience. On va passer au volet politique, si tu veux bien. J'imagine que, en tant qu'avocat que tu es, tu as suivi le procès Le Pen. Est-ce qu'on est sur une injustice à chaud comme ça, ou juste la justice? La décision qui vise Marine Le Pen est très intéressante. D'abord, je pense, malgré tout, qu'il y a une certaine obsession des juges et une certaine inégalité dès qu'il est question de responsables politiques. Ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
On a plein de cas, nous, comme avocats, de gens qui manifestement sont victimes de choses extrêmement graves et on essaye de remuer l'appareil judiciaro-policier et on n'y arrive pas. Et dès que ça concerne une personnalité publique, et notamment un homme ou une femme politique, alors là, il suffit que cette personne ait volé une brosse à dents pour que tout à coup, il y ait 4 perquisitions, 3 juges d'instruction, 15 services de police mobilisés, des écoutes téléphoniques, etc. Donc ça, les juges devraient quand même s'interroger sur cette dérive et arrêter avec cette espèce d'obsession malsaine qui fait qu'il n'y a plus que des cons aujourd'hui qui font de la politique. Je rebondis là-dessus. Est-ce que cette obsession malsaine n'est pas liée au devoir d'exemplarité? Oui, mais je vois pas. Alors ça, c'est un mot galvaudé en ce moment, on est d'accord? Ça, c'est Cahuzac qui disait ça l'autre jour. Jérôme Cahuzac, qui est donc bien placé pour parler d'exemplarité, était interviewé sur LCI. Oui, mais il disait une chose très juste. Il disait, je ne vois pas au nom de quoi les politiques auraient un devoir d'exemplarité et de probité supérieur à celui de n'importe quel citoyen. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne vois pas pourquoi les politiques, parce que quoi? Parce qu'ils vivent d'argent public. Parce qu'ils votent les lois des citoyens. Mais, alors d'accord, parce qu'ils votent les lois des citoyens. Je me fais l'avocat du diable. Mais donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut être étendu à beaucoup d'autres gens. Absolument, c'est un concept très large. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement les parlementaires, c'est toute la machine autour de ça. Absolument. Ce sont aussi les juges qui créent la jurisprudence. Pourquoi pas par ricochet les avocats qui participent à l'élaboration des décisions, et ainsi de suite. Ça peut aller très loin. Donc moi, je trouve que tout un chacun a évidemment un devoir de probité, de respecter la loi. Et ce n'est pas parce que vous êtes investi d'un mandat électif que vous devez être plus vertueux que tout le monde. Vous devez être vertueux dans votre action. Absolument. Vous ne devez pas détourner d'argent public, vous ne devez pas utiliser vos fonctions à mauvais escient. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi vous seriez plus que la moyenne obligé d'être une espèce de saint. Et donc, il faudra qu'on trouve le moyen pour désobséder la magistrature des responsables politiques. Parce que sinon, comme je le disais, il n'y a plus que des nuls, des cons, des gens de faible niveau qui acceptent de se fader le sacrifice que représente une candidature à une élection. Et donc, pour Marine Le Pen, moi, ce qui me choque, l'exécution provisoire de cette décision et la motivation de cette exécution provisoire. C'est que la juge, le tribunal écrit que le droit au recours ne saurait être considéré comme un droit acquis à la lenteur de la justice. Alors ça, c'est nouveau. Okay. Ça veut dire que ce que considère le tribunal, c'est qu'on ne peut plus compter sur l'appel. Normalement, quand vous faites un recours, c'est aussi pour suspendre la décision de première instance. Et d'ailleurs, chacun le sait, quand on est condamné, on fait appel. Tout de suite, les gens disent « vous inquiétez pas, on fait appel, on va faire appel, etc. » C'est pas seulement pour avoir une autre décision en appel, c'est aussi pour encore un instant, monsieur le bourreau. Absolument. Hein, bon. Sciemment, le tribunal décide que non, il n'y a plus d'effet suspensif de l'appel avec cette exécution provisoire. Et puis, cette idée qui me paraît un peu folle, c'est que si elle pouvait être candidate alors qu'elle a été condamnée pour des détournements de fonds publics en première instance, ça causerait un trouble à l'ordre public. Moi, ça me choque parce que je me place du point de vue du justiciable. C'est ce que j'allais dire, oui. Je trouve par ailleurs que, comme par hasard, ça tombe sur Marine Le Pen. C'est quand même intéressant. François Bayrou a été jugé pour les mêmes faits, il a été relaxé. Bon. Donc, je remarque simplement que... Il y a un acharnement ? Je remarque simplement que pour des faits... Je remarque simplement que pour des faits identiques, la France insoumise est mise en cause, le RN est mis en cause, la majorité au pouvoir est mise en cause. Et moi, je ne suis pas sympathisant du RN. Les insoumis n'ont pas encore eu leur procès, donc la gauche n'a pas encore eu son procès. La majorité au pouvoir a été relaxée, mais le RN, lui, a été condamné avec exécution provisoire. Donc je considère qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et ça, ça te gêne. Ça me paraît difficile à démentir. Oui. Voilà. Alors, pourquoi je dis enfin que ça marque un changement d'époque, c'est que ça répond quand même, au fond, à une aspiration de l'opinion publique qui considère qu'il faut arrêter de permettre
aux justiciables de se défausser devant la justice. C'est-à-dire que de la même manière que les délinquants doivent être incarcérés immédiatement après leurs méfaits, de la même manière, les politiques doivent être rendus inéligibles immédiatement après leurs infractions. La justice doit passer. Et au fond, voilà. Et au fond, du coup, ce jugement répond à cette volonté d'efficacité et de fermeté de la justice qui est exprimée par l'opinion publique et qui peut-être vient après un certain laisser-aller de ce point de vue-là. Alors, j'ai une question qui me vient là, en filigrane comme ça. Est-ce que finalement, ça ne l'a pas renforcée? Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'elle ne pourra pas être candidate. Donc moi, je pense Cet été, il va y avoir... Moi, je pense qu'elle est politiquement déjà morte. D'accord. Et qu'elle en prend peu à peu conscience. C'est Bardella qui va suivre? Je veux avoir ton postulat là-dessus. Comment ça? Tu penses que Bardella est déjà dans les starting blocks? Bien sûr. Il a les épaules, Il est trop jeune, mais ce sera quand même lui qui fera un tour de piste à l'occasion de cette élection. Donc Bardella à l'horizon 2027? Moi, je pense, oui. Et il a ses chances? Tout est possible aujourd'hui. Tout à fait dubitatif. Non, mais aujourd'hui, tout est possible. Il n'y a plus beaucoup de sérieux en politique, donc tout est possible. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Bardella en 2027, Marine Le Pen, on en parle tous les jours, et il y a des manifestations, et on trouve ça injuste. Est-ce que l'extrême droite devient sexy? Est-ce que la vapeur ne s'est pas inversée? Est-ce que Mélenchon n'est pas devenu diabolique et Marine Le Pen un ange? La dédiabolisation, elle est complète là. Le RN fait un gros travail de normalisation, de sympathie. Moi, je le vois beaucoup avec leurs élus que je croise ici et là. Ils font beaucoup d'efforts pour avoir l'air très sympa. Je pense néanmoins que c'est pensé. Oui. Et d'ailleurs, quand on gratte un petit peu, certains qui ont l'air très sympas, en réalité, on découvre qu'ils sont dans tel ou tel groupuscule traditionnaliste, que leur père était membre de telle organisation d'extrême droite, etc. Donc il y a derrière quand même ce travail. Je pense malgré tout, et je comprends que ce soit difficile pour eux à entendre, mais il y a quand même malgré tout quelques relents. Après, est-ce qu'ils deviennent sexy, etc. Il faut voir que la démocratie, c'est l'alternance. Et donc, une famille politique ne peut pas, sans craindre que les gens choisissent n'importe quoi d'autre comme alternance, s'accaparer le pouvoir. Or, ce qu'on appelle le bloc central, ça ne permet pas l'alternance. Un parti ne peut pas indéfiniment se succéder à lui-même, ou alors il n'y a pas d'alternance. Et donc c'est sûr que si après Macron, tout ce qu'on nous propose, ce sont des gens qui ont été ses ministres, ce n'est pas une alternance. Donc les gens vont chercher autre chose. Et c'est pour ça que ça offre beaucoup de place au Rassemblement national, parce que l'extrême gauche, elle, ne sait pas se normaliser et ne fait aucun effort de dédiabolisation, entre guillemets, parce qu'elle est encore au stade où elle a besoin d'être outrancière pour agréger des suffrages. Ce bloc central a permis à Marine Le Pen d'incarner l'alternance, et moi je pense, je le dis comme je le pense que la justice est venue devant ce danger qui se dessinait d'une victoire de Marine Le Pen, est venue casser. Attends, quand tu dis danger, c'est un danger. Pour toi, c'est un danger? Ou pour l'opinion? Non, pour moi. Moi, je pense que ça reste l'extrême droite avec des relents, etc. Donc, c'est un truc que je ne souhaite pas. Ouais. Mais je pense que pour des juges de gauche, ce qui est parfois un pléonasme, je pense que c'est effectivement perçu comme un danger. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, l'horizon 2027 peut être pavé d'extrême droite. Ça peut être leur année. On verra. Mais tout est possible aujourd'hui en politique. Il peut y avoir très bien quelqu'un encore qui sort du chapeau. Je pense qu'aujourd'hui, tout est possible jusqu'au dernier moment. Question un peu plus perso, Charles. Qu'est-ce qui t'excite le plus intellectuellement? Ta carrière d'avocat ou les médias? Franchement, j'ai de la chance parce que tout me passionne. Donc, tu prends un malin plaisir à quand j'entends... Non, mais je suis conscient de ma chance parce que quand j'entends que beaucoup de gens en France vont au travail un peu entraînant des pieds, s'emmerdent dans leur boulot, s'entendent pas avec leurs collègues, sont pas contents, etc. Moi, il y a des choses qui sont difficiles, évidemment. Je suis avocat, j'ai un petit cabinet indépendant, je dois faire tourner ce cabinet, c'est-à-dire m'occuper des clients. C'est-à-dire qu'avant même de défendre un client, quand on est avocat,
on doit aussi s'occuper de son cabinet. Le métier lui-même est passionnant. Là, j'ai eu la chance de défendre quelqu'un dans le procès libyen qui concernait essentiellement le prétendu financement de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça a été 3 mois d'une audience intellectuellement passionnante, que ce soit le dossier, le droit, le niveau d'enjeu, le niveau des uns et des autres qui étaient là, les procureurs, le tribunal, les autres avocats. Mais de la même façon que quand j'ai un débat à la télévision ou à la radio sur un thème fort d'actualité, ça me passionne tout autant. C'est des exercices qui se ressemblent mais qui sont différents et qui, à mon sens, sont assez complémentaires. C'est pour ça que j'avoue me foutre un petit peu des critiques de certains avocats jaloux qui estiment que je ne suis pas vraiment avocat, qui adorent en tout cas dire ça aux clients, aux journalistes. Absolument. Non, il est chroniqueur, il n'est pas vraiment avocat, etc. Tout ça parce qu'eux-mêmes, ils aimeraient. Pour certains sans doute, aimeraient, voilà, ou n'ont pas simplement la clairvoyance de voir que ce sont des exercices très complémentaires. Absolument. Et qu'on ne demande pas seulement, en tout cas moi ça n'est pas l'idée que je me fais de ce métier, on ne demande pas seulement à un avocat, surtout un avocat pénaliste, d'être simplement quelqu'un qui maîtrise le code pénal et le code de procédure pénale. On lui demande aussi de savoir se positionner d'une certaine manière par rapport au tribunal, aux faits, à l'époque, à l'opinion publique, à la presse. Et c'est d'ailleurs pour ça que... alors je ne sais pas du tout ce qu'il en sera pour moi, je ne dis pas ça pour moi, mais par rapport aux gens que j'admire dans le métier... Qui sont-ils ? Non, mais il y en a plein. Pour le coup, c'est pas difficile. Temim, j'adorais. Temim, pour le coup, c'était vraiment une espèce de ballon d'or du barreau. C'est-à-dire que lui, son obsession était de gagner le procès. Absolument. Alors, ça vaut mieux pour un avocat. Mais il y a d'autres avocats qui sont très intéressants, mais moi, je ne les imite pas sur ce volet-là. C'est-à-dire qu'il y a des avocats pour qui finalement l'issue du procès n'était pas toujours l'enjeu principal. Je pense par exemple à Jacques Vergès. Oui. Clairement, il n'arrivait pas à tous les procès avec la seule obsession d'obtenir un acquittement ou une relaxe. Il avait d'autres idées derrière la tête. Bon, c'est pas forcément ce que j'imite. Néanmoins, je le trouve intéressant et je pense que la vérité est un peu entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui convoquent d'autres éléments que la seule règle de droit. Je fais une petite parenthèse, tu parlais du dossier libyen. Qu'est-ce que tu penses des gens qui sont outrés par le fait que Nicolas Sarkozy ne fasse pas de prison ? Non, mais d'abord, dans le dossier libyen, la sanction n'est pas tombée. Je parle de Nicolas Sarkozy et de son bracelet électronique. Mais non, mais son bracelet électronique, il l'a, à mon sens, dans une affaire complètement honteuse, qui est l'affaire des écoutes, dans lesquelles on a complètement... la justice s'est assise sur le secret de la correspondance entre l'avocat et son client, avec des jurisprudences sur mesure pour Sarkozy. Donc, moi, je trouve qu'ils l'ont... je trouve que c'est le péché originel pour moi de la justice vis-à-vis de lui. Ils ont tellement voulu l'accrocher qu'au lieu d'attendre d'avoir des vrais éléments contre lui, ils ont pris ce petit truc insignifiant et ils en ont fait toute une mayonnaise jusqu'à le placer sous bracelet électronique. On verra ce que les juges décideront dans l'affaire libyenne. Voilà, moi, de toute manière, je suis pas un fan de la détention et je trouve suffisamment humiliant pour un ancien président et à mon avis fatigant, usant, déprimant de faire l'objet d'une telle obsession. Donc je comprends pas trop cette critique et cette envie de pénal, comme disait Philippe Muret. Dernier petit volet, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous regardent, qui sont étudiants en droit, qui aspirent à être des avocats ? Quel conseil tu pourrais leur donner ? Ça dépend ce qu'ils veulent faire déjà. Déjà se décider sur la spécialisation ? Pas forcément se décider, mais pas forcément céder à toutes les sirènes de l'époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit beaucoup les avocats qui font du pénal des affaires. Donc on voit tout le monde qui veut devenir avocat en pénal des affaires. Parce que c'est hype. Il y a beaucoup trop d'avocats en pénal des affaires. Je pense qu'il y a plein de branches du droit qui sont passionnantes. Ne pas fermer trop de portes dès le début, peut-être, je dirais. Et en tout cas, ne pas suivre la mode. Voilà. La tendance. Par exemple, le pénal pur et dur, c'est vrai que c'est très attrayant. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les séries et dans les films. En pratique, c'est aussi très, très épuisant, très stressant. C'est un domaine du droit dans lequel vous êtes
peu dans votre cabinet, vous êtes beaucoup en audience, en acte, en interrogatoire, etc., en garde à vue, en détention, en province, en banlieue, etc., en voiture, en train. Et donc, il y a un aspect usant dans le pénal. En tout cas, je pense qu'il faut le faire jeune. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Il faut le faire jeune parce que passé un certain âge, je pense que ça doit être vraiment difficile de continuer. C'est pour ça que les avocats plus installés finissent par faire appel à leurs collaborateurs pour cette partie du... Pardon, je bouge les livres. Pour cette partie parce qu'ils ne sont pas rangés exactement les uns à la suite des autres. Et moi qui suis un peu maniaque, ça me tendait depuis tout à l'heure. Voilà. Ça va mieux ? Ça va mieux. Si j'ai quand même à donner un conseil, c'est que je trouve que c'est bien d'avoir une formation auprès d'un maître. C'est pas forcément indispensable, à mon avis, parce qu'on n'est jamais meilleur que quand on est vraiment soi-même devant un tribunal ou un jury d'assises, alors que quand on grandit dans l'ombre de quelqu'un, souvent, on ne devient pas vraiment soi-même, en fait. Souvent, on va singer. On va essayer d'émuler. On est tous un peu comme une pâte à modeler, donc on va souvent ressembler, en fait, à celui qui nous enseigne. Et être une pâle copie, souvent. Et je trouve que moi, j'ai pas mal de confrères sans doute brillants sur le fond, mais qui sont restés très longtemps dans l'ombre d'un autre, probablement par confort matériel, en fait, parce que ça fait qu'on n'a pas à prendre son couteau entre ses dents et aller chercher les dossiers. Et que du coup, alors je vais citer aucun nom parce que je sais que je vais déclencher... c'est très prétentieux de ma part de dire ça, mais parfois il y en a où je me dis, c'est dingue, cet avocat brillant, manifestement très bien formé, pour moi, à l'audience, n'est pas un avocat autonome. Est une espèce de technicien qui parfois même peut passer plutôt bien auprès des juges, mais qui n'a pas complètement déployé ses ailes, qui n'a pas une vraie liberté, qui ne s'autorise pas grand-chose, qui ne fait pas preuve de malice particulière, qui s'en tient à quelque chose de théorique, de bon élève, si vous voulez. J'allais citer un nom, Antoine, mais bref, oui, ok. Donc on ne cite pas de nom. Quel nom ? J'ai rien dit, moi. C'est pas moi l'interviewer, c'est toi. Non, typiquement, si vous parlez d'Antoine Vey, non, mais moi, c'est pas du tout l'exemple que j'avais en tête. Moi, c'est celui qui m'est venu. En l'occurrence, non, parce que Vey, pour le coup, est un avocat autonome, tout à fait autonome, et Vey ne s'est pas construit dans l'ombre de Dupond-Moretti. Pas construit, mais il y a l'ombre qui pèse au-dessus, je trouve. Oui, mais moi, je trouve qu'il a su... Toi, tu es un spécialiste, mais je parle pour les gens, tu vois, le grand public, qui n'a pas cette connaissance fine du droit et du métier d'avocat, il y a... Honnêtement, je pense qu'il a une personnalité suffisamment complexe bien sûr. Et une ambition suffisamment forte pour avoir su s'émanciper de toute forme de tutelle. Moi, je pense qu'il s'est plus appuyé sur la notoriété et l'aura de Dupond-Moretti qu'il ne se serait construit dans son ombre. Je pense que c'est un jeu assez égalitaire entre les deux. Ministre de la Justice, c'est quelque chose qui te tenterait ? Bien sûr. Bien sûr, je pense que... La politique, de toute façon, te tente. Bien sûr, la politique me démange par moments, même si elle est devenue sacerdotale. On entre en politique aujourd'hui à peu près comme on entre dans les ordres. Hein. C'est vraiment, on fait vœu de chasteté, on fait vœu de pauvreté, on fait vœu de transparence absolue, on fait vœu d'accepter les moqueries permanentes des humoristes du service public, etc. Mais je pense que c'est nécessaire de s'engager. On ne peut pas, dans un pays comme la France, qui est un pays très politique et qui a un tel héritage politique, moi, ça me paraît nécessaire de défendre en tout cas mes convictions. J'ai des convictions assez simples. Hein. Je pense que la France a besoin de Margaret Thatcher, qu'elle doit baisser drastiquement ses dépenses publiques et ses prélèvements obligatoires. Je pense de manière simple et basique. Voilà, j'ai des idées politiques très simples. Et donc, je les défends. Et si je dois les défendre de manière plus engagée, effectivement, je le ferai à un moment donné. Et la justice a besoin de réformes. Je pense, par exemple, que le modèle anglais
suivant lequel ce sont des juristes d'un certain âge qui deviennent magistrats, c'est-à-dire des avocats, des juristes d'entreprise qui pas des gens qui sortent de deviennent l'ENM à 26 ans. Est un bon modèle pour moi. Donc on pourrait panacher un petit peu, on pourrait mélanger un petit peu. Et donc je pense que ce serait pas mal de mélanger la fougue, l'engagement de certains juges sortis de l'ENM avec la sagesse de gens venus d'autres horizons. Si la magistrature était un corps plus varié, plus pluriel, avec des gens venus d'horizons plus différents, je pense qu'on gagnerait, tout le monde y gagnerait, en fait, quant aux décisions rendues. On tendrait vers un équilibre plus juste, je pense, et moins élitiste et autocentré qu'on a actuellement. C'est ce qui pêche, à ton sens, dans c'est pas forcément l'élitisme et l'autocentrisme. C'est que parfois, on a ce sentiment du bloc monolithique et parfois, on constate une forme d'homogénéité sociale et intellectuelle dans la magistrature qui est très forte. Dans les décisions rendues. Dans le corps en général. Qui rejaillit sur les décisions rendues. Oui, bien sûr. Mais parfois, honnêtement, on comprend par exemple que tel ou tel client va par principe, par son style, par sa couleur politique, par son niveau de revenu, par son attitude, va par principe indisposer un tribunal. Avant même d'avoir ouvert la bouche. Oui. Et ça me paraît pas normal parce qu'il doit y avoir une égalité totale des citoyens devant les juges. Merci beaucoup Charles. Merci à toi. La deuxième interview. On passe du téléphone aux caméras. Bah écoute, c'est un honneur. C'est moi. Merci Charles. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des remarques constructives ou autres. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle interview sur Eloquence. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.